Bonjour tout le monde. Donc, je ne dois pas commencer tout d'abord par vous souhaiter la bienvenue, par remercier mon ami le docteur Neila Dimessi pour l'invitation et pour le choix aussi du sujet. Donc, Yate Asaha, docteur Neila, c'est elle en fait qui a choisi le thème du. Samahni. Très bien. Le thème du lichen plan buccal. En fait, كما توا كنت نحكي مع دكتور جميلة قلت لها قصة غرام الله غالب. Donc le lichen plan buccal, les actualités et les controverses. Je vais commencer tout d'abord par cette publication. C'est un article qui est publié depuis 1977 par le docteur Kratchkov et c'est le même auteur avec lequel je vais commencer la présentation et je vais finir aussi avec lui. Donc en fait, c'est un pionnier, c'est le premier auteur qui a parlé aussi du lichen plan, du risque de transformation et des particularités aussi du lichen plan. En fait, dans une publication, il a parlé, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas en totalité. Donc, il a parlé en fait des dysplasies lichenoïdes. Ces dysplasies lichenoïdes qu'on retrouve, très bien, des dysplasies lichenoïdes qu'on retrouve souvent. Donc, ces dysplasies lichenoïdes qui partagent cet infiltrat inflammatoire, donc les dysplasies lichenoïdes au cours desquelles on retrouve cet infiltrat inflammatoire en bande qui m'a dans le lichen plan. Aussi, les corps du CIVAT, qui sont les corps hyalins, c'est les kératinocytes, les cellules épithéliales, en fait, en apoptose. Ces dysplasies lichenoïdes, on les retrouve souvent au pourtour des cancers, on a fait les limites dans la périphérie des cancers, et c'est ceux qui sont à l'origine souvent des récidives carcinomateuses après une chirurgie oncologique. C'est la stomatite d'interface. Elle a été déjà évoquée par Kratchkov depuis les années 1970. Également, un autre point, c'est les réactions lichenoïdes qui sont dues là au sel d'or, qui sont aussi, c'est un article qui a été publié par Kratchkov, c'est la présence de cet infiltrat inflammatoire polymorphe qui est souvent plus profond que dans le lichen plan classique et on retrouve souvent des plasmocytes. C'est cette réaction allergique, qui explique les réactions lichenoïdes, dites lichenoïdes, qui sont dues d'origine médicamenteuse ou également les matériaux dentaires tels que l'amalgame et tout. J'ai tenu bon à avancer ces deux dilemmes, ces deux controverses qui ont été déjà évoquées par Kratchkov. Et c'est la raison pour laquelle Van der Waal et Van der Meij, ils ont opté cette classification en 2003 pour différencier entre les lésions lichenoïdes ou les réactions lichenoïdes et les lésions de lichen plan buccal. Et c'est cette classification qui a été publiée par l'OMS en 2003. Pour arriver à diagnostiquer une lésion de lichen plan, il faut avoir bien sûr ces lésions bilatérales et symétriques, la présence d'un réseau blond réticulé. Et bien sûr, pour les lésions érosives, il faut s'efforcer à rechercher cet aspect réticulé, kératosique, ailleurs dans la muqueuse pour arriver à dire qu'il s'agit bien d'un lichen plan buccal. Autrement, on dit qu'il s'agit d'un aspect compatible avec un lichen plan buccal et on parle de lésions lichenoïdes. Bien sûr, également, les critères histopathologiques qui ont été avancés, la présence de l'infiltrat lymphocytaire en bande dans la couche conjonctive sous-épithéliale, la présence des signes de liquéfaction, en fait, les liquéfactions, c'est les corps du CIVAT, c'est les kératinocytes qui vont subir cette destruction pour aboutir à des corps hyalins, sans noyau, apoptotiques. Et, bien sûr, l'absence de dysplasie, les dysplasies lichenoïdes, qui sont avancées par Kratchkov, ils ont carrément éliminé la présence de dysplasie pour dire qu'il s'agit bien d'un lichen. En présence de dysplasie, on dit qu'il s'agit bien d'une dysplasie lichenoïde. En l'absence de ces trois critères, on dit qu'il s'agit d'un aspect qui est histologiquement compatible avec un lichen plan, et c'est pas un lichen plan authentique. Bien sûr, je vais pas revenir trop sur la classification et les différentes formes cliniques du lichen plan. On sait qu'il s'agit bien, il y a les formes papulaires, les formes réticulées, on retrouve les stridlicam, la forme érosive bulleuse. On y a bien sûr, si on est en présence d'une forme érosive bulleuse, déjà, on reconnaît qu'il y a un épisode inflammatoire qui est tellement important qu'on voit cliniquement une érosion. Par contre, si on va traiter le malade et on va calmer cet épisode inflammatoire, on va revenir à la forme quiescente, réticulée ou papulaire. Le lichen plan en plaque, si la kératose ou la kératinisation elle prend le dessus, on peut assister à une forme de lichen en plaque. Les formes anciennes, par contre, c'est les lichens plans atrophiques qui sont plus sujets à la transformation maligne.
Le diagnostic différentiel, j'insiste pas sur les différents autres diagnostics différentiels, juste sur cette stomatite ulcéreuse chronique. En fait, c'est un patient que je viens de voir, c'est un médecin dentiste âgé. Il vient juste pour cette lésion rouge, érythémateuse au niveau de la gencive. Depuis des années, ça disparaît pas, mais parfois il y a des réchauffements. Ça apparaît plus rouge, mais ça disparaît pas. C'était indolore. En fait, lorsqu'on recherche dans la littérature, c'est une entité nouvelle, c'est la stomatite ulcéreuse chronique. C'est une entité qui répond très mal au traitement corticoïde, mais par contre, elle répond favorablement à l'hydroxychloroquine, donc le plaquenil. Elle s'associe souvent à des maladies auto-immunes. C'est une entité, il faut faire attention, parce que là, il n'y a pas de l'aspect kératosique classique du lichen, mais c'est une entité nouvelle à laquelle il faut penser comme diagnostic différentiel du lichen plan. Elle s'associe aussi à des manifestations cutanées atrophiques au niveau des angles. Bien sûr, pour le diagnostic différentiel aussi, on peut opter pour l'immunofluorescence directe, l'immunofluorescence indirecte et le marquage aux anticorps anti-P63. Donc c'est l'histologie qui va conduire au diagnostic. Pour le lichen plan buccal, j'insiste toujours sur les notions des associations médicamenteuses. Souvent, un lichen plan, ça peut pas être idiopathique. Le mot idiopathique, il faut vraiment le remettre en cause. Donc, souvent, on va retrouver une pathologie auto-immune qui fait dessous. Et il faut rechercher des associations avec d'autres pathologies générales. Comme le cas pour ce patient, c'est un patient hypertendu, il est sous tensopril, il a la goutte sous-purinale. En fait, il a consulté dès le début. Peut-être je dépasse les 20 minutes. Hein. Je peux pas faire très rapidement. Donc, c'est un patient qui est hypertendu, il est sous tensopril, il a le goutte sous-purinale. En fait, cliniquement, il avait des lésions qui étaient érythémateuses au niveau de la muqueuse, donc au niveau du fond de vestibule. On regarde les lèvres supérieures et les lèvres inférieures. En fait, le malade, il avait une sensation de bourdonnement d'oreille. J'avais des bourdonnements d'oreille, des acouphènes. Donc, c'est un malade qui est très particulier. J'ai une intolérance à la température. Même chez le hammam, il dit je peux pas tolérer. Donc, en fait, il a été vu initialement par un résident. Il a commencé, lorsqu'il a vu cette lésion au niveau de la langue, il a commencé par faire une biopsie directement. Et dans la biopsie, qu'est-ce qu'ils ont vu? La présence de cet infiltrat inflammatoire, mais lorsqu'il a retrouvé ces spores de filaments mycéliens qui vont fournir, donc il a conclu pour le diagnostic d'une candidose chronique. En fait, on a commencé par le traitement antifongique, un bain de bouche composé. Il y a eu une amélioration de l'aspect érythémateux avec l'apparition de l'aspect kératosique, finement kératosique avec l'apparition des stries. Et là, il fallait penser au diagnostic de lichen ou de lésion lichenoïde. Et c'est la raison pour laquelle on a refait une biopsie au niveau du fond de vestibule, au niveau de la face ventrale de la lèvre, au niveau du versant muqueux de la lèvre, et on a conclu pour le diagnostic d'un lichen plan oral. Bien sûr, si on revient à la classification de l'OMS en 2003, on va retrouver les différents critères cliniques, les différents critères histopathologiques qui conduisent au diagnostic de lichen plan oral. Bien sûr, lorsqu'on retrouve le diagnostic de lichen, automatiquement, on va commencer les explorations. Les explorations paracliniques pour retrouver éventuellement une pathologie qui pourrait expliquer cette manifestation clinique. On a commencé déjà par un examen de brouillage, l'anafès. Une anafès, elle a retrouvé déjà une hémoglobine à 19. On a demandé au patient, vous êtes fumeur? Allez, j'ai jamais fumé. Non. Tu as fait déjà une anafès, ancienne anafès, souvent je fais, et c'est toujours haut. Le médecin, il m'a jamais dit ça. Il n'a jamais remarqué. C'est pas normal d'avoir une hémoglobine à 19. Donc en fait, on revient sur les critères majeurs et les critères mineurs de diagnostic de la polyglobulie. Et en fait, c'est le diagnostic. Le malade, après les explorations, on a contacté le médecin, l'hématologue, et on pourrait suspecter le diagnostic d'une polyglobulie. Bien sûr, après concertation aussi avec l'hématologue, elle a recommandé de faire une saignée d'urgence. Je m'en ai saigné, ils vont vraiment prélever 300 millilitres de sang du malade. Et bien sûr, ils ont demandé une mutation JAK2 pour voir s'il s'agit bien d'une forme héréditaire ou d'une forme secondaire. Sauf que, en fait, le malade, malheureusement, juste après 3 jours, la mutation JAK2 était négative.
Mais le patient, 3 jours après la saignée d'urgence, il a présenté un infarctus du myocarde. On sait que la polyglobulie, le risque majeur qu'on craint, c'est les risques d'accident thromboembolique. En fait, le malade, juste après avoir fait la saignée d'urgence, il a présenté déjà un infarctus. Ce qu'on a redouté, déjà, il est apparu. Lorsqu'on fait une saignée d'urgence, normalement, ils ont commis une erreur. Lorsqu'on fait une saignée, normalement, on a une hémodilution juste après. Le sang il est tellement concentré, si on va éliminer 300 ml de sang, il faut faire aussi une hémodilution pour avoir une concentration moins élevée en cellules. Donc la polyglobulie est vraiment plus ou moins traitée en urgence. Donc le malade il est mis depuis cette date sous un traitement anticoagulant. Et vraiment, c'est la première constatation dans la littérature de cette suspicion d'association entre l'apparition de lésions lichenoïdes ou de lichen-planc oral et la polyglobulie. Et l'explication, en fait, ça vient de quoi? Souvent, c'est une manifestation classique. Les gencives sont souvent violacées, œdémaciées. Les ulcérations des muqueuses sont souvent retrouvées au cours de la polyglobulie. Mais comme lésions de lichen-planc oral associées à la polyglobulie, c'était vraiment la première constatation dans la littérature. Et bien, c'est une autre patiente. C'est une patiente qui est suivie en médecine interne, qui nous a été envoyée pour exploration des lésions orales. Elle est suivie aussi en gynécologie pour un lichen génital. Elle est mise sous colchicine, prednisone et aspirine un quart. Lorsqu'on a vu la patiente pour la première consultation, il y avait des lésions qui sont érosives au niveau des faces internes des joues. Alors, érosion, ça veut dire on a vraiment une lésion. La couleur elle n'est pas jaune. Les lésions érosives. À l'encontre les ulcérations, c'est de couleur jaune. Parce qu'il y a un dépôt fibrinoleucocytaire. Donc, c'est des lésions érosives au niveau des faces internes des joues. Qui s'étendent aussi au niveau de la gencive, c'est des lésions qui sont purement rouges au niveau gingival, sur toute la muqueuse gingivale au niveau maxillaire et mandibulaire, et qui s'étendent aussi au niveau de l'œsophage. Elle a fait aussi une échographie, il y a une fibroscopie, il y a aussi les mêmes lésions qui s'étendent même au niveau de l'œsophage. Pour la lésion buccale, on a commencé par faire déjà une biopsie, et l'aspect histologique était vraiment compatible, était typique d'un lichen-planc oral. La lésion génitale, on l'a récupérée. C'est un lichen-planc génital aussi vulvaire, confirmé. La classification, ça confirme les lésions sur l'aspect clinique et l'aspect histologique. Elle confirme le diagnostic d'un lichen-planc oral. C'est pas une lésion lichenoïde. Pour cette patiente, en fait, le traitement, il était vraiment très lourd. On a commencé par la corticothérapie par voie générale et c'était pas efficace. On a opté pour le traitement par rétinoïde. Et ça n'a pas amélioré, donc en fait le traitement, elle a répondu favorablement qu'avec le traitement par tacrolimus, par voie générale. Donc la patiente elle présente aussi un syndrome de Gougerot-Sjogren et on comprend pourquoi il y a cette résistance au traitement. Souvent les lésions qui sont associées à des pathologies auto-immunes, c'est des lésions qui sont très tenaces, qui sont très résistantes au traitement médical. C'est une autre patiente, je vais rapidement passer ce cas, donc c'est presque la même chose. C'est une autre femme qui est diabétique en fait, qui nous consulte pour l'aspect clinique d'un lichen-planc oral, où on a poussé les explorations dans cette fois-ci, les signes objectifs de xérostomie, de xérophthalmie aussi, avec le test de Schirmer, l'immunologie qui était négative. Pardon. Donc l'histologie aussi qui a ramené une cyaladélite chronique de grade 2 de Chizol. Les critères de classification, on revient sur les critères de classification qui ont confirmé le diagnostic d'une lésion lichenoïde dans ce cas. Pour cette patiente, c'est une patiente qui consulte aussi pour des lésions qui sont érythémateuses, toujours au niveau des lèvres maxillaires et la lèvre mandibulaire, chez laquelle on a arrivé quand même à confirmer le diagnostic d'un lichen-planc oral. Si on revient sur les critères cliniques, on va retrouver qu'il y a que le premier critère qui est positif, donc c'est plutôt une lésion qui est lichenoïde et c'est pas une lésion de lichen-planc. Là, on a dosé aussi la vitamine D qui était défaillante et on a confirmé le diagnostic de Gougerot-Sjogren par l'histologie.
En fait, après cette constatation, on a fait une étude. On a fait une étude sur 30 patients au service, une étude prospective, et on a trouvé que chez 30 patients confirmés, qui ont un diagnostic confirmé de syndrome de Gougerot-Sjögren, chez les 30 patients, on a 9 patients qui présentent déjà une lésion de lichen plan ou de lésion lichenoïde. En fait, comment on pourrait expliquer cette association entre le syndrome de Gougerot-Sjögren et les lésions lichenoïdes? En fait, le syndrome de Gougerot-Sjögren, c'est quoi si on va les expliquer? Les kératinocytes et les cellules épithéliales, en fait, ils vont acquérir des attitudes différentes pour attirer les cellules inflammatoires. Les cellules épithéliales, bien sûr, au niveau de la cavité orale, ils ne vont pas être distinctes. Ils vont avoir la même manifestation, ce qui explique aussi cet infiltrat inflammatoire en bande au niveau des tissus conjonctifs, et qui est associé à ce syndrome de Gougerot-Sjögren. C'est vrai que les manifestations sont souvent beaucoup plus importantes au niveau des glandes salivaires et au niveau des glandes lacrymales, mais également au niveau de la muqueuse orale, on peut suspecter la même manifestation et c'est ce qui explique cette association. Les lésions lichenoïdes gingivales, c'est très particulier, Honia, parce que c'est ces lésions qui mêlent donc la dernière patiente qui présente le syndrome de Gougerot-Sjögren, c'est des lésions qui sont inhabituelles, avec une localisation aussi inhabituelle. C'est au niveau des fentes vestibules, au niveau du versant muqueux, au niveau de la lèvre, et également il y a des lésions en miroir au niveau de la gencive. Donc c'est des lésions au niveau de la gencive et au niveau des faces internes des lèvres. C'est dû au frottement, à l'hypocyalie. Ça, c'est vraiment très fréquemment associé avec le syndrome de Gougerot-Sjögren. Et parfois, il y a même des auteurs qui ont préconisé que cette inflammation, elle vient en fait d'une réaction d'hypersensibilité à la plaque bactérienne en elle-même. Ces lésions, elles se traitent pas avec le corticoïde, l'axe, ça s'aggrave avec la corticothérapie. C'est beaucoup plus les traitements antibiotiques et les traitements antiseptiques locaux. Et c'est la seule indication d'un traitement antibiotique, antiseptique pour les lésions de lichen. Pour des lésions lichenoïdes, surtout à localisation gingivale et au niveau des fentes vestibules, au niveau des lèvres supérieures et inférieures. Je vais passer rapidement ce cas clinique. En fait, c'est un patient, donc c'est un patient qui a un lichen en plaque au niveau des faces internes des lèvres. On a commencé par appliquer l'acide acétique. L'acide acétique, il nous aide souvent dans la visualisation des lésions. Et également, il est soi-disant, ils disent que les lésions, si on va appliquer l'acide acétique, on peut retrouver des zones qui apparaissent œdémaciées, et c'est les zones où on doit suspecter plus de dysplasie. On a vraiment commencé par رجعت من الأولى. OK. Très bien. Pardon. Donc, on a fait la biopsie pour ce patient et on a confirmé le diagnostic d'un lichen jugal en plaques. Le bilan thyroïdien qui est revenu normal, et là, il a quand même une carence en vitamine D. Devant la carence qu'il présente, on a commencé par traiter cette carence par une supplémentation en vitamine D, le cholécalciférol, une demi-ampoule pour 15 jours, demi-ampoule pour les 15 jours qui suivent, et puis une ampoule chaque mois durant 2 mois. Et on a constaté qu'il y a une amélioration significative des lésions de lichen plan en plaques. Tawa, carrément, il a vraiment rien dans cette lésion. Il est, jusqu'à l'heure, vraiment, il est suivi pour ça. Lorsqu'on a vraiment recherché dans les données de la littérature, on a retrouvé que, en fait, le taux sérique de vitamine D diminue le lichen plan oral. On a retrouvé que la vitamine D, elle a un effet protecteur contre ces facteurs pro-inflammatoires et que la supplémentation en vitamine D, elle pourrait être comme une stratégie thérapeutique dans le traitement du lichen plan oral. Ben, juste 2 mots pour le traitement du lichen plan oral. Il faut commencer tout d'abord par la mise en état de la cavité orale, par éliminer tout ce qui est réaction lichenoïde, rechercher les maladies générales qui sont associées, telles qu'on a fait déjà, les thyroïdites, toute pathologie auto-immune qu'il faut rechercher. Pour les formes asymptomatiques, souvent on fait pas de traitement. Pour les formes symptomatiques, il y a un traitement médical qu'on va revoir. Les biopsies, c'est surtout pour les lésions lichenoïdes. Les formes symptomatiques, les rythmes de contrôle, c'est 4 fois par an pour les lésions lichenoïdes, c'est 2 fois par an pour les lésions de lichen, surtout celles qui sont symptomatiques. Sinon, pour le traitement médical, il dépend bien sûr de l'étendue, de la localisation, des lésions, les différentes molécules qui sont vraiment prescrites. Mais souvent, le traitement de base, c'est la corticothérapie. La bétaméthasone, elle est meilleure que la dexaméthasone.
Il y a la corticothérapie locale, le Soluprède pour les localisations gingivales, les injections intralésionnelles qui le patient le syndrome de Goujon-Sjogren, elle me vient souvent chaque 2 mois pour des injections intralésionnelles de corticoïdes. C'est le seul traitement qui la soulage. Sinon, pour la corticothérapie générale, c'est le prédnisone, le cortencil, c'est 1 mg par kilogramme par jour. Donc, il y a d'autres molécules aussi. Je vais juste parler, juste un petit mot pour la transformation maligne du liquide-implant oral. Il y a 2 ambiguïtés diagnostiques, en fait, pour la transformation maligne du liquide-implant oral. La différenciation entre le liquide-implant oral et la lésion lichenoïde. Avec la classification de l'OMS, si on va l'adopter, ça va nous faciliter la chose. Mais il y a aussi un problème de diagnostic différentiel aussi avec la leucoplasie proliférative. En fait, il y a certains auteurs, ils disent que les lésions lichenoïdes, en fait, elles peuvent virer, elles peuvent évoluer pour devenir une leucoplasie proliférative. Et c'est la raison pour laquelle l'Académie américaine aussi de pathologie orale et maxillofaciale, ils ont plaidé pour le fait que dans la classification du lichen, il devrait ajouter un autre critère, c'est l'absence de l'aspect verruqueux pour différencier entre le lichen et la leucoplasie proliférative. En fait, juste, je finis par ce cas. Il s'agit d'une femme, c'est une femme qui est décédée déjà, c'est une femme âgée de 57 ans, elle avait des antécédents de carcinome gingivo-maxillaire, de carcinome gingivo-mandibulaire qui ont été traités chirurgicalement sur un lichen-implant buccal. Elle est suivie aussi en dermatologie pour un lichen labial et on voit très bien qu'il s'agit bien d'un lichen atrophique labial. L'aspect clinique, on a commencé déjà par l'application de l'acide acétique 5%. Il nous a aidé énormément dans la visualisation des lésions. Un léger œdème, on a fait déjà une biopsie et ça a confirmé le diagnostic du lichen. Mais aussi pour cette patiente, on a demandé aussi un bilan thyroïdien et les anticorps antithyroïdiens pour rechercher éventuellement une thyroïdite auto-immune. Et on a retrouvé que la présence des anticorps anti-TPO à 1935, on arrivait quand même à confirmer, trop tard malheureusement, qu'il s'agit bien d'une thyroïdite auto-immune associée à un lichen qui est déjà transformé. L'acide acétique, quel intérêt? Comme je viens de dire, donc c'est juste dans la visualisation des lésions, mais aucune sensibilité pour la détection des zones à biopsier. Le lichen-implant buccal et les thyroïdites auto-immunes, c'est une association très fréquente. Je finis par Kratchkov, avec lequel j'ai commencé. Donc, il a dit depuis 1978 que la transformation doit être précédée au moins d'un suivi de 2 ans, notant tout changement dans l'aspect clinique. Malheureusement, pour cette patiente, on l'a vu très tard, et donc on peut pas dire par nous-mêmes qu'il s'agit bien d'une transformation qui est survenue sur un lichen-implant oral. Donc, je vais pas me tarder, juste, il faut dire qu'il faut changer ce mot idiopathique, il faut rechercher toujours donc l'association avec d'autres maladies auto-immunes, et il faut finir avec ce mot lichen-implant idiopathique. Et merci si j'étais vraiment un peu lent.